Il aura fallu 17 ans d'attente pour enfin avoir une suite à l'une des séries d'Anime Fighter les plus populaires chez les fans de bagarre. Diffusé depuis la fin des années 80 et édité depuis les années 90 dans nos contrées, Dragon Ball est sûrement considéré par beaucoup comme le père du shonen et comme le manga le plus populaire au monde, même si One Piece semble venir marcher sur ses plates-bandes, et a raison. La licence est devenue culte grâce à ses personnages et à son univers haut en couleurs. Regarde à toi, Brocoli, je vais te montrer du quel bras je le suis. Mais il s'appelle pas Brocoli, son nom est Broly. Ah bon? Ses rivalités qui frôlent parfois le ridicule. Qu'est-ce qui te prend? Tu veux prouver que tu conduis mieux que moi? Attends un peu, on va voir. Ses moments épiques mais aussi tragiques. Il faut là au moins 3 ans pour obtenir ton permis de conduire. 3 années? Mais c'est beaucoup trop long, j'aurai jamais le temps. Et bien évidemment, ses musiques toujours aussi cultes. J'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin. Quel merveilleux chanteur! Je trouve qu'il a une voix remarquable, ce garçon. Personnellement, je ne lui trouve rien d'extraordinaire. Bref, Dragon Ball, c'est tout ça à la fois et bien plus encore, et la licence a récemment refait parler d'elle via la disparition malheureuse de son auteur, le très regretté Akira Toriyama. Nous allons profiter de cet épisode pour rendre hommage à notre façon au manga de notre enfance. Bonjour à toutes et à tous, fans des 7 boules de cristal ou du bien contre le mal, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Divulgaché. Merci d'écouter Divulgaché. Non. Entre la popularité de l'anime et du manga, c'est tout naturellement qu'à travers les générations de consoles, des centaines de jeux ont tenté d'adapter les aventures de la Team Z, avec plus ou moins de réussite, parfois de belles surprises, mais généralement un peu de déception avec des projets parfois très limités par leur budget, ou pire, voulant surfer sur la popularité de la série. C'est en 2005 que sort le premier opus de la série qui nous intéresse, Dragon Ball Budokai Tenkaichi premier du nom, ou Sparking en japonais, premier d'une trilogie de 3 jeux qui auront marqué à vie tous les amateurs d'Anime Fighter. Le premier épisode y se présente comme un héritier de la série précédente nommée Dragon Ball Budokai, qui eux proposaient une formule plus classique de jeu de combat 2D, tandis que les Tengashi tenteront de s'essayer au jeu de combat 3D en arène, avec la possibilité de se déplacer à terre ou en volant de façon totalement libre. Et cette nouvelle façon de jouer, elle change absolument tout. Manette en main, c'est fluide, les effets de destruction du décor sont saisissants, le large choix de personnages nous permet de se recréer les scènes emblématiques du manga, et l'utilisation du cel shading rend le jeu tout simplement magnifique pour l'époque. Parce que oui, vous, ça vous saute peut-être pas aux yeux, mais nous, pour l'époque avec mon frère, c'était juste incroyable que ça tourne sur notre PS2. Développé par Spike, retenez bien ce nom-là, le jeu sera très bien accueilli par la presse et les joueurs, mais l'impossibilité de se transformer en plein combat viendra très largement noircir le tableau dans le cœur des fans. Le jeu bénéficiera d'une réputation suffisamment solide pour nous proposer un an après un second épisode qui corrige beaucoup de défauts du premier et gonfle le roster à plus de 129 personnages. C'est en 2017 que sort Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 ou Sparking Meteor en japonais, l'un des jeux les plus appréciés et complets que l'on ait eu la chance d'avoir sur la licence Dragon Ball, relatant les aventures de Sangoku petit jusqu'à Dragon Ball GT et proposant cette fois-ci plus de 160 personnages, un mode histoire encore plus complet et un gameplay amélioré. Fort de son succès à l'international, le jeu va se vendre à plus de 4 millions d'exemplaires, ce qui en fait encore aujourd'hui l'un des jeux les mieux vendus tirés de l'univers de Dragon Ball et tirés de l'univers de manga tout court. Et malgré la série des Raging Blast, développée de nouveau par Spike Studio, et les 2 épisodes Xenoverse sortis sur les générations précédentes de consoles de salon, aucun jeu ne semble faire l'unanimité comme le faisait la série des Tengashi à son époque. On aura quand même le droit en 2018 au plus beau jeu jamais développé tiré de cette licence, Dragon Ball Fighter Z, développé par Arc System Works, et considéré comme le plus beau jeu adapté d'une licence animée, grâce à ses animations et à sa patte graphique époustouflante, son gameplay extrêmement riche, qui lui vaudra d'ailleurs une place à l'Evo, le plus grand tournoi de jeux de baston au monde, et une scène compétitive qui aura permis à quelques joueurs français de briller à l'international. You know the grab might come. You better not get grabbed. You know you need. Oh my god, we're pressing 5 LS. We're absolutely swinging. No! Kusage! Shake my hand! Mais alors que tout le monde attendait un possible Dragon Ball Fighter Z2, Bandai Namco annonce en mars 2023 lors de son événement Dragon Ball Games Battle Hour le retour de la série préférée des fans du dragon à la queue de singe sous le nom de Sparking Zero, jouant sur la nostalgie avec un trailer reprenant des visuels des anciens Tengashi.
Développé par Spike Chunsoft Co, qui sont des habitués des Arena Fighters tirés de licences d'animé, on pouvait être inquiet à l'annonce du studio et au vu de leur palmarès. Pour rappel, ils sont à l'origine du très moyen Burning Blood sorti en 2016 et tiré de la licence One Piece, qui avait été moyennement accueilli par la presse et les joueurs, ainsi que le jeu Jump Force, reprenant les licences phares du magazine Dune Jump, lui aussi extrêmement critiqué, et pour finir on peut parler du détestable et oubliable One Punch Man, A Hero Nobody Knows. Car malgré ce qu'on pourrait penser, la multiplication des Arena Fighters bas de gamme pour adapter des animés en jeux vidéo, ça se fait de plus en plus mais ça dessert surtout le genre. C'est donc avec beaucoup de surprise mais aussi beaucoup d'appréhension que nous attendions ce nouvel opus intitulé Sparking Zero, et entre Ryomito, producteur de la série des Budokai Tengashi, et Masayuki Hirano, producteur général des jeux Dragon Ball, tout a été mis en œuvre pour vite rassurer les fans. On nous promet 184 personnages issus de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT et Daima qui va sortir le 11 en même temps que le jeu. Un gameplay amélioré et corrigé, se basant sur le gameplay de la série des Tengashi, un mode histoire très complet ainsi qu'un mode permettant de faire des choix différents de l'anime et du manga, un mode local réservé à la salle de l'esprit et du temps, même si on nous promet des mises à jour et des nouvelles maps très bientôt, un mode compétitif online, bref, notre envie de poser les mains dessus se faisait de plus en plus pressante au fur et à mesure des annonces, et c'est maintenant le temps du bilan. Alors, ce nouvel opus de la série des Sparking, vraie suite aux déceptions? Tu sais pas jouer, Jack? Mec, elle est où ma caisse? Divulgaché. Et bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve du coup pour donner notre avis sur Dragon Ball Sparking Zero. On est accompagné aujourd'hui d'un invité un peu spécial, Robin, qui se trouve être mon frère, donc c'est pas Robinson cette fois-ci, c'est Robin. Robin, bienvenue. Quel est ton avis déjà sur le jeu là, comme ça, un avis rapide? Bien, mais aurait pu être mieux. Bien, mais aurait pu être mieux. Ok, donc on va avoir de quoi parler du coup, je veux dire, donc il va y avoir des points positifs, des points négatifs. On va commencer par la première chose, c'est les polémiques, donc rapidement on va en parler. Déjà il y a une première polémique avant la sortie du jeu au moment de l'annonce, c'est qu'il y avait un mode local qui n'était pas prévu à la base. Mais comme les gens ont gueulé sur les réseaux sociaux, etc., et ben ils ont fini par le rajouter. Toi comme moi, je pense que c'était un mode qui paraissait important pour nous deux quand même. Bah c'est la base du jeu pour le coup, le mode versus, c'est un jeu de versus, donc si tu peux pas te battre contre la personne dans la même pièce que toi, c'est un peu compliqué. Bah c'est ça, t'es obligé d'acheter 2 fois le jeu, etc. Sachant que le mode, PS5, voilà, sachant qu'en plus le mode local il est quand même du coup réservé que sur une seule map qui est la map de l'esprit du temps pour l'instant. Ouais. Même si grâce au mode et tout, si vous jouez sur PC déjà vous avez accès à toutes les maps en soi. Si vous avez un gros PC. Ouais, un gros PC, faut le préciser. Il y avait aussi pas mal de visuels des persos quand ils ont commencé à dévoiler les persos dans les différents trailers où les gens gueulaient sur les modèles 3D qui étaient pas ouf, les modèles des cheveux, les couleurs. Bon, ça aussi, ça a été corrigé, j'ai l'impression, dans le jeu de base. Et l'une des dernières polémiques, c'est que maintenant que le jeu est sorti, on a appris que Bandai Namco du coup avait annulé 2 jeux, c'est ça? Un jeu Naruto, un jeu One Piece? Ouais. Et du coup, ils ont viré du personnel. Enfin, du coup, ils ne virent pas du personnel, ils les mettent dans une salle où ils leur demandent de prendre un ordi libre, de rechercher du travail, et une fois qu'ils ont trouvé du travail, de démissionner. Donc c'est le monde du travail à la japonaise, on adore, mais surtout cette année, malheureusement, qui est catastrophique, avec beaucoup de devs qui perdent leur travail. Et puis, le tout dernier petit point polémique, c'était les 2 packs de musique payante qui sont sortis, chacun à 15 €, Day One. C'est quand même assez marrant parce que du coup, moi j'espérais quand même qu'il y en ait quelques-unes qui soient dans le jeu de base et au final on nous fait même pas genre on va vous mettre au moins les openings de base du jeu. Non, non, tout sera payant, donc 30 € pour avoir les 2 packs de musique. Ça comment dire, c'est les droits d'auteur quoi, il faut les payer et même je pense que eux ils ont pas accès facilement aux musiques et du coup ils les payent plein pot quoi. Ouais, du coup ils les vendent plein pot sans retenue. Surtout qu'en plus c'est même pas les musiques en entière, hein, c'est des espèces de remix d'1 minute 30, donc bon voilà. Donc pas mal de choses qui faisaient que ce jeu, on savait pas trop quoi en penser avant qu'il sorte. Et on va commencer tout de suite, on va rentrer dans l'art. La première chose, c'est on sait que dans les jeux Dragon Ball, ce qui est important, comme dans les animés, c'est souvent l'opening avec la musique qui est culte, etc. Est-ce que tu l'aimes bien toi déjà? Alors, je trouve qu'en termes d'animation et tout, c'est plutôt cool, ça ressemble pas mal à Tenkaichi, c'est-à-dire qu'ils prennent des méchants au pif, des gentils au pif, et puis ils se foutent sur la gueule, quoi, ouais. C'est assez cool. Le côté 3D fait bonne rêve pour les openings de la PS2. Par contre, la musique la musique de la version américaine est insupportable, et celle de la musique japonaise, c'est
juste l'opening qui est moyen. Bah voilà, c'est ça. Moi, c'est ce qui me fait que je suis un peu pas content, c'est qu'au final, ils nous ont fait un peu comme les versions japonaises des anciens Tengashi, c'est-à-dire ils nous balancent la cinématique avec la musique d'intro de l'animé de base. Là, c'est le dernier opening de l'animé Dragon Ball Super. Et du coup, je trouve qu'il n'y a aucun rythme. En fait, la musique colle pas avec ce qui se passe à l'écran. On sent que ça a été fait malheureusement sur la musique américaine. Et du coup, moi, c'est vrai que j'étais un peu déçu parce que je trouve ça un peu feignant du coup. Alors après, la musique est quand même bien. Puis ça représente un peu toute cette époque de Dragon Ball Super où il y a eu la mini-hype en fin de série. Donc c'est quand même cool, mais c'est vrai que bon, on pouvait peut-être s'attendre à un peu mieux quand même. Ouais, bon, déjà, le fait qu'ils aient juste mis l'opening japonais, alors qu'à l'époque, dans les versions japonaises des anciens Tenkaichi, t'avais pas juste l'opening qui était la version, enfin une vraie musique de l'animé, t'avais toutes les musiques de l'animé en fait. C'est ça. Donc là, c'est un peu. Il y a pas de rock bizarre américain. Ouais. C'est ça. Et du coup, on va rentrer dans l'art aussi en parlant des graphismes. Du coup, ce jeu-là, c'est quand même le truc qu'on attendait le plus avec les anciens Tengashi, c'était le côté visuel. Là, ça tourne sur Unreal Engine 5. C'est encore une fois, il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont sortis qui tournent sur ça. Généralement, c'est un peu la cata. Là, on peut dire qu'au moins au niveau optimisation et visuel, ça marche bien quand même. Ouais, c'est joli à regarder. C'est joli, c'est bien optimisé parce que nous, on a, du coup, exprès pour vous, on a fait une soirée avec 2 ordinateurs en LAN, enfin pas en LAN, mais vous m'avez compris, pour pouvoir jouer sur toutes les maps, etc. Et on a joué du coup sur mon plus vieil ordinateur et ça marche très très bien. Quoi. Ouais, avec une 1050, ça tourne assez bien. Ça tourne assez bien. Il n'y a pas d'herbe au sol, mais bon quoi. Voilà, c'est en 60 FPS, les effets sont cool, enfin voilà. Et puis ça marche surtout bien parce qu'en fait le cel shading marche bien. Ouais, le cel shading marche. En fait, tout le côté visuel est bien fait sur les personnages. C'est assez beau et tout. Les auras sont, c'est ce qu'il y a de mieux fait, les auras. Ouais. Les attaques, les effets des attaques, même quand tu te prends, quand la fumée s'en va et tout, c'est super bien. Quand tu charges, t'as l'herbe autour de toi et tout, c'est cool. Exactement. Par contre, quand ça bouge de près, c'est assez moche. Enfin, les animations sont un peu. Alors voilà, les animations. Ça tape un peu à 2 mètres de distance. Alors on va pas se mentir, les animations, je les trouve un peu rigides, moi. Ouais. Je les trouve que en fait, ça me fait un peu penser à des plus vieux jeux de bagarre où t'as un peu l'impression qu'il donne pas vraiment un coup de poing, mais qu'il balance son bras en avant. Enfin, il y a quelques moments où je trouve que c'est pas hyper bien animé. Du coup, je trouve que ça fait un peu ressortir le côté, et ça, on va en parler, goofy des petits personnages. Les petits personnages, notamment visuellement, je trouve que ça marche moins bien. Ils ont un peu une grosse tête. Alors, ça reprend un peu le style de Akira Toriyama, mais je trouve qu'il y a un truc qui marche pas. Même dans leur animation, ça marche pas. Et du coup, c'est un petit peu gênant. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, mais moi, j'ai trouvé ça un peu gênant. Ouais, je pense que les personnages petits, Goku, Goku Daima, Sangoten, Trunks... Chaozu, tout ça, c'est un peu... t'as un peu l'impression de te battre contre du vent, quoi. Ouais. C'est-à-dire que... Alors ça, c'est vrai qu'il y a un manque d'impact général dans le jeu. Je trouve que quand même, il y en a plus que dans leur précédente... dans leur précédent jeu, où pour le coup, c'était aux abonnés absents, les impacts. Là, c'est vrai qu'il y a quelques manqués. Quand tu charges ton coup, ça passe bien. Mais alors, quand tu tapes, il y a un truc qui marche pas de fou, quoi. Il y a une espèce de distance qui se crée, ou même au niveau des vibrations, on sent qu'ils ont quand même fait un travail sur les vibrations quand tu te recharges et tout, donc ça joue un petit peu, surtout que moi je joue avec mes PS5, donc forcément ça marche bien. Mais c'est vrai qu'il y a un manque d'impact général, malheureusement. Mais malgré ce manque d'impact, on peut parler quand même des environnements qui sont détaillés. Ouais. T'as l'herbe qui bouge, t'as les arbres qui bougent quand tu te recharges. Pareil, si tu fais une super attaque, t'as la fumée qui va être autour de toi. Si tu te recharges, la fumée elle va s'écarter. Enfin, on sent qu'ils ont ajouté plein de petits effets. Pareil, des cheveux qui bougent. Enfin, il y a plein de trucs. Même si, personnellement, j'étais un peu déçu quand même sur la destruction des décors. C'est cool, mais pour moi, c'est presque pareil qu'à l'époque, quoi. Genre, il n'y a pas beaucoup d'évolution, quoi. Pour le coup, moi, j'ai testé pas mal de trucs pour voir un peu jusqu'où ça allait. Et en fait, ça dépend vachement des attaques qu'on utilise, des personnages. Enfin, il y a des personnages qui peuvent pas casser le décor, par exemple. Genre, par exemple, si tu joues Sangohan petit, et considéré comme un personnage faible, et ben, si tu fonces sur un rocher, et ben, il y a une chance sur 2 qu'il se pète pas. Et pareil avec Tortue Géniale, pareil avec les personnages nuls. Tu vois, j'avais même pas remarqué. Et il y a certaines attaques qui laissent une traînée. Par exemple, un Kamehameha, il va laisser une traînée brûlée au sol, et ça va disparaître. Mais il y a des attaques comme par exemple les explosions, quand les personnages font des ultimes attaques où tout explose autour d'eux, ça creuse le sol, quoi. C'est-à-dire que si t'es sur le cell game et que tu balances l'attaque de Trunks, où il explose tout, le cell game, il y a que les bords qui restent, et genre il y a un creux dans le sol. Enfin, il y a et pour le coup, ça reste pendant. Il y a quand même des évolutions de... Ok, d'accord. Moi, c'est vrai que j'ai pas forcément fait gaffe à tout ça. Mais ok, c'est cool, donc il y a quand même eu un effort qui a été fait. Il y a beaucoup de modèles 3D de décors qui sont vachement cool. Genre moi je me suis baladé sur la map de Cell où il y a beaucoup d'avions, de tanks détruits et tout. C'est vrai qu'il y a beaucoup de des voitures volantes qui marchent plus, et genre c'est super détaillé.
Et il y a carrément des plots dans le tournoi d'arts martiaux, quoi. Si tu vas dans les backstage, Alors, et que c'est tu ce que balades, j'allais dire. Tu renverses les plots. Et puis surtout, du coup, t'as l'impression qu'ils ont vraiment refait. Parce que c'est vrai que dans l'animé ou dans le manga, suivant comment vous avez regardé Dragon Ball à l'époque, t'as plein de moments qui se passent dans les backstage du championnat du monde. Et là, en fait, tu les retrouves, ces endroits-là, si tu vas te balader. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, notamment les combats d'intérieur, c'est-à-dire tu te bastonnes. T'envoies ton pote dans un immeuble, l'immeuble se détruit partiellement, tu peux rentrer dans l'immeuble et continuer le combat. Alors c'est pas arrivé souvent dans nos combats, pourtant on en a fait beaucoup, mais faut avouer quand même que ça marche très bien à ce niveau-là, et t'as vraiment l'impression d'y être, quoi. Dans la ville notamment, c'est assez fou les destructions qu'il y a, et là pour le coup je suis d'accord avec toi, on sent la différence au step-up grâce à l'Unreal Engine 5. Surtout que les bâtiments sont pas vides, quoi. Dans la ville, si tu casses un gros bâtiment, que tu rentres par le toit, et ben en fait t'auras un escalator. Exactement. Et tu peux, alors c'est quand même vide, et à part certains bureaux, il y a des bureaux effectivement posés, sinon c'est un peu vide. Mais c'est-à-dire que tu vas pas, pendant une game, tu vas pas t'arrêter dans ce bâtiment, tu vas juste y passer en coup de vent, c'est on va lancer une attaque, on va t'envoyer dedans, et on va pas se mentir, ça va tellement vite que de toute façon t'as pas le temps de voir tous ces détails normalement. D'ailleurs il y a même des éléments de décor qui disparaissent juste en rentrant en contact, c'est-à-dire qu'ils explosent pas, juste ils disparaissent pour faire en sorte que ce soit pas gênant je vois le pour la vision, quoi. Et alors en parlant des graphismes, on va parler d'une partie quelque chose dont on parle moins en général, mais là je pense que ça va être important. On va parler de l'interface utilisateur, qui est juste horrible, qui est juste la pire qu'on a vue. Donc ça passe par le menu général qui te charge une animation à chaque fois que tu changes de menu. Alors moi je trouve, alors effectivement ça a plein de détails, les personnages interagissent, c'est top. Mais quel est le besoin de faire en sorte que Sangoku sorte et puis arrive, etc. Ça fait presque ramer le menu. Mais ça fait très menu à la Naruto Storm. Exactement ce que j'allais dire, c'est les mêmes menus que Naruto Storm. Et alors je comprends pourquoi ils ont fait ça, mais dans les menus de Naruto Storm, ça lag pas en fait. Et dans les menus de Naruto Storm, tu peux spammer. Voilà. En fait. Exactement, là tu peux pas spammer. Là tu peux spammer. Avec Hera, si t'arrêtes de spammer, il va falloir attendre la fin de l'animation. Exactement. Quand même, tu peux pas dire je me suis sur le bon menu, ah non c'est pas le bon. Et ça malheureusement ça passe par autre chose, ça passe aussi par la sélection des personnages. Donc déjà dans la sélection des personnages, on peut en parler, tout est en vrac. Ouais, c'est-à-dire que tu veux prendre Sangoku, je sais pas, Super Saiyan 2 milieu, et bien dans les 29 Sangoku qui sont tous placés à la suite au début, il faut trouver le bon. Sachant que Sangoku Super Saiyan 1, c'est le même modèle en milieu ou en fin ou en début. Donc en fait, tu t'embrouilles et tu cherches tes personnages. Donc déjà ça, c'est le bordel parce que du coup effectivement tu as 182 personnages et du coup tu as 182 cases, ce qui est une horreur. Sans oublier, moi, le plus gros problème aussi, c'est que tu as 35 secondes pour choisir tes personnages quand tu joues en ligne avec ton pote. Ouais. Ça je comprends pas pourquoi avoir limité. 3/4 du bonheur du fait de jouer avec ton pote à Dragon Ball, c'est d'avoir le temps de choisir tes persos et de faire les combats un peu mythiques du jeu. Là, on se retrouve... Alors heureusement, on a trouvé... Parce qu'en fait, le jeu t'explique pas bien. Il faut pas appuyer sur croix quand tu sélectionnes un perso, il faut appuyer sur les gâchettes pour pouvoir aller changer, etc. pour pas lancer une animation. Sinon, tu as une animation où le personnage fait une petite anime qui dure 4 secondes. Donc sur les 35 secondes pour choisir ses persos, c'est un peu compliqué. Donc tout ça, c'est à revoir absolument, quoi. Et en plus, là, il y a au-delà de ça, c'est-à-dire que la sélection de personnages n'a aucun sens. Si tu veux jouer Spopovich, donc qui est un personnage de Dragon Ball Z de l'arc Boo, il va falloir aller chercher entre Broly, les personnages de films, les personnages de Dragon Ball Super. Exactement. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il y a des persos qui sont à des endroits, genre Monsieur Satan, à côté de tous les bouts. Bon, je peux comprendre un peu, mais mettez-le à côté de Tenshinhan, Krillin, Yamcha, qu'on s'y retrouve, quoi. Surtout que ce qui est mal foutu, c'est qu'en fait, si tu vas dans le... Tu peux appuyer sur un bouton et du coup, tu as du tri, tu peux trier par arc, donc Dragon Ball machin, Dragon Ball Z, bidule. Tu peux trier de plein de façons, par DP, donc par points, par puissance, etc. Mais alors tout ça, c'est tellement chiant à mettre en place, c'est-à-dire qu'il faut appuyer sur R1 ou sur triangle, il faut aller vérifier ces trucs, et surtout quand t'as 35 secondes, t'as pas le temps de faire ça. C'est ça, et puis t'as pas envie de passer 35 secondes, parce que là on parle de 35 secondes obligatoire, c'est-à-dire qu'on peut pas faire plus, mais si on pouvait faire plus, on passerait encore plus de temps dans ces menus pourris, quoi. C'est-à-dire que on perd clairement 1 minute à chaque début de combat parce qu'on cherche le perso qu'on veut et puis finalement c'est mal rangé. Et puis finalement on n'a pas le temps de prendre tous les persos, du coup l'équipe elle est pas équilibrée, du coup il faut attendre la fin du combat pour pouvoir relancer un combat. On peut pas quitter, il faut le dire. On peut pas quitter, même dans un mode avec son pote, juste tu joues avec ton pote dans un salon, ça ne marche pas, tu ne peux pas quitter. Donc ouais, il y a plein de soucis à ce niveau-là. Et puis on peut parler juste de l'interface une fois que tu es en jeu, qui je trouve manque un tout petit peu de clarté, notamment toutes les barres de vie qui sont toutes petites. Alors ça reprend le truc de Tengashi, mais je trouve que c'est pas clair. Surtout que, contrairement à Tengashi, il me semble que pour chaque barre de vie, ils avaient une couleur. Là, il me semble que les 4 barres de vie les plus hautes, elles sont de la même couleur en blanc ou bleu, là. Alors en fait, je crois que c'était à peu près la même chose dans Tenkachi, c'est-à-dire que la dernière barre est rouge, orange, jaune, vert, bleu, et ensuite bleu très clair. Mais je crois qu'il y a plusieurs barres bleu très clair aussi dans Tenkachi 3, mais oui, c'est clair que
c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, c'est un peu compliqué, on va pas se mentir, même pour se transformer. Alors moi j'ai regardé par exemple si vous prenez un personnage qui veut faire une fusion. Donc on va prendre Goten, oui Goten. Donc Goten, il est tranquille, t'appuies sur O pour ouvrir la roue des transformations, t'appuies sur L1 pour changer de roue des transformations parce que la roue de la fusion est pas sur... Alors que Son Goten il a une transformation, tu as 4 emplacements, mais non. Faut qu'il te foute la fusion sur une autre roue. Donc t'appuies sur L1 pour changer de roue de personnage, et ensuite il faut appuyer sur le bon bouton pour avoir la bonne transformation. En plein combat c'est l'horreur. Bah ouais, c'est plein de mécaniques qu'ils ont pas repensé depuis la Xbox, quoi. Enfin, c'était dans Raging Blast, c'était déjà ça. Bah c'est un peu et ça. C'était déjà un peu chiant, quoi. Donc très embêtant, mais bon, parce que par contre là on a parlé d'un point noir qui était l'interface, mais on peut parler du gros point fort du jeu, c'est quand même le contenu. Donc on peut commencer par les modes de jeu. T'as quand même un mode solo épisode où tu vas avoir quoi, 8 personnages différents. Ouais, ça. C'est ça, où tu vas pouvoir en gros avec chaque personnage refaire les combats depuis Dragon Ball Z, donc au moment de Raditz, jusqu'à la fin de Dragon Ball Super en fait. Alors ouais, pour certains personnages c'est le cas. Pour Sangoku, tu commences à Raditz et tu finis à Dragon Ball Super, le tournoi du pouvoir. Donc, c'est ça. Classique. Mais pour plein de personnages, par exemple Piccolo, ça commence à Raditz et ça finit à Cell. Sangohan, ça va pas plus loin que l'arc-bout. Oui, parce que t'as même pas le dernier film en fait dans le jeu pour l'instant. Le dernier film avec Sangohan. Voilà, ce sera un DLC, on en reparlera plus tard, mais oui. Mais genre Vegeta par exemple, ça s'arrête à l'arc-bout, quoi. On n'a pas le droit à un arc Dragon Ball Super. Sachant Vegeta, qu'on a le droit aussi à 3 méchants, non? On a le droit. Jiren, Freezer, Black Goku. Ok, Jiren aussi, je l'ai pas vu celui-là. Jiren et Black Goku, c'est un peu ni fait ni à faire. C'est-à-dire que ils ont un seul arc dans le manga et ça se ressent. C'est-à-dire qu'en fait. T'as quelques combats, t'as beaucoup de combats annexes de What If, et ils sont tous assez mauvais. Enfin, il n'y a pas grand-chose à raconter, quoi. C'est-à-dire que tu joues Sangoku qui va se battre contre un perso, puis dans un autre univers, en fait, Sangoku, il est tombé sur Beerus. En fait, Beerus, il était encore vivant. Du coup, il se tape contre Beerus, et puis il gagne. Hop, puis voilà, super. Ouais, c'est pas toujours patient. Surtout qu'on va pas se mentir, l'histoire est racontée pour la plupart des moments en slide et en PowerPoint. Il y a de très rares cinématiques qui sont assez moches. Doublées, qui sont assez moches. Alors l'originalité, c'est que tu peux passer en première personne en appuyant sur un bouton. Sur certaines cinématiques. Alors, effectivement, c'est rigolo. Mais alors, ça n'a aucun vrai intérêt. C'est rigolo. Je l'ai fait une fois, j'ai fait, oh, c'est marrant, je suis passé à autre chose. Le vrai problème pour moi, alors moi j'ai fait que l'arc de Black et que l'arc de Goku que j'ai pas fini encore. L'arc de Goku, le problème c'est qu'en fait, ils ne sont pas fidèles à l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments, notamment par exemple là je suis arrivé contre Boo, où il te dit ah oui, il y a plusieurs stades de Super Saiyan, mais je vais passer direct au Super Saiyan 2. Non. Si, parce que le combat contre Boo, je crois que c'est une question de la vie qu'il a, des transformations. C'est-à-dire que si tu le matraques assez vite, tu vas passer direct en Super Saiyan 3. Peut-être, mais il faut pas se mentir quand même. Moi, j'ai fait quand même les 3/4 du mode histoire Sangoku. Ouais. T'as plein de moments qui sont raccourcis et qui sont changés. Ah oui, bien sûr. T'en as plein, et surtout, moi, le truc qui me déçoit le plus, c'est de changer l'histoire pour raccourcir un peu le truc. Tant qu'à faire, vous le racontez. Vu que c'est quasiment que des images fixes, mettez-nous une image fixe avec un texte comme vous faites à chaque fois pour résumer le truc. Là, tu as plein de micro-changements qui font que, en fait, j'étais là, mais ok, vous faites du what if, ce qui est très intéressant parce que, encore une fois, le what if, c'est chez tous les personnages que c'est présenté, et il y en a quand même beaucoup, et il y en a des très cool, on va pas se mentir. Mais maintenant, ça amène quand même à 2 problèmes, toutes ces histoires de what if. De 1, comme tu disais, ils sont pas fous. Il y a rien qui change des fois, quoi. Des fois, il y a rien qui change. Et de 2, pour y accéder, c'est des fois l'enfer. Bah ouais, mais ça c'est pour tout. Parce que du coup, comment on y accède? Est-ce que tu peux nous expliquer? En gros, quand t'arrives sur certains... Donc déjà, dans le mode histoire, il y a 2 modes de difficulté, la normale et la facile. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas difficile et facile, c'est normal et facile. La normale, c'est le jeu doit être fait comme ça. Si vous jouez en normal, vous allez pouvoir débloquer les what if. Si vous jouez pas en normal, vous allez juste faire l'histoire qui existe dans Dragon Ball. Exactement. Ensuite, les what if, souvent, c'est des conditions un peu particulières. Donc le premier qu'on a dans le jeu, par exemple, c'est contre Jis, quand on joue Sangoku. Pour lancer le what if, il faut éviter avec le contre l'attaque spéciale de Jis. Ça, c'est des trucs un peu bizarres, c'est-à-dire que c'est pas instinctif. Sachant qu'en plus, il faut être en plein combat, appuyer sur Start et afficher les objectifs pour voir l'objectif annexe. C'est-à-dire que quand tu es sur la map, là où tu te déplaces, c'est pas expliqué. Pas dit. Et alors d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire un truc qui est hyper important, c'est-à-dire que quand vous arrivez dans le menu pour sélectionner votre personnage pour le mode épisode, soit vous cliquez sur le personnage et ça vous lance une cinématique avec un chargement de 20 secondes, qui est insupportable au bout de la 10e fois, soit vous allez directement sur la carte et vous pouvez aller directement. Donc en fait, le jeu est bourré de trucs qui ralentissent, et le mode histoire, en fait,
c'est la même chose. Il est bourré de trucs qui ralentissent l'expérience. Et puis quand tu réussis un what if, en fait tu sais même pas quel embranchement t'as pris, si t'as pris le what if ou pas, parce qu'en plus... Mais s'il faut le dire, les what if sont tellement pas des fois impactants, c'est-à-dire que moi je me retrouvais devant le choix, on me dit est-ce que toi ton personnage il veut plutôt faire ça ou faire ça, et je sais pas lequel des deux, c'est le what if. Pareil, parce qu'il change l'histoire. Et du coup, tu n'es pas sûr, tu fais, mais attends, c'est pas comme ça que ça se passe. Et surtout, ils le disent un peu en demi-mot, c'est-à-dire que t'as pas envie de te taper toutes les slides. Donc en fait quand tu fais le mode histoire et que t'as déjà vu l'anime, tu skippes quand c'est des slides et tu regardes le petit cinématique qu'il y a. Et en fait, des fois, on te demande, ouais, est-ce que tu vas attendre Trunks et Vegeta ? Et puis tu sais même pas si tu vas boire un café ou si c'est pour se battre contre Cell, quoi. Genre, c'est un peu. Non, mais je suis 100% d'accord. Et alors, du coup, bon. Donc il y a ça, il y a quand même des bons moments, il y a quand même quelques cinématiques qui sont réussies, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes qui sont cool. Pour passer à un autre mode, donc il y a le mode entraînement, qui est vachement dense, t'as beaucoup d'entraînement, mais qui est ultra mal foutu. Moi j'ai trouvé que c'était l'enfer, c'est-à-dire que tu finis un entraînement, des fois c'est des entraînements en plus qui prennent genre 10 secondes à faire, t'appuies sur start, faut changer, faut rentrer dans la catégorie de l'entraînement, ensuite faut choisir l'entraînement, ça charge, ça se lance, tu peux refaire. C'est un enfer. Je vous conseille d'aller regarder sur internet si vous voulez vous entraîner parce que, enfin, personnellement, je trouve que c'est pas opti. En plus de pas être opti, d'être chiant à manipuler, il y a des problèmes de traduction même au sein de l'entraînement, ce qui fait que des fois c'est juste pas clair. Exactement. Tu ne comprends pas ce qu'il faut faire et t'es obligé de faire start, revenir dans le menu, revenir sur l'entraînement que tu avais choisi et faire démonstration pour que l'ordi te montre à peu près, que tu dises ah ok je vois en fait là le bouton qu'il a fait sur mon carré parce qu'il a mis un énorme coup de pied dans la gueule. Mais il y a plein de choses, même il y a beaucoup, on y reviendra dans la partie gameplay, tu as beaucoup de QTE dans le jeu qui sont très cool. Le problème c'est qu'en fait pour moi le jeu devrait dès le début dans son mini tuto de début t'expliquer tout ça. Tous les QTE, parce qu'en fait c'est l'enfer, tous les QTE se jouent différemment. Si t'as pas fait l'entraînement pour les connaître, mais c'est injouable. C'est nous des fois on se disait ah mais là faut spammer, oui parce que du coup c'est ce qu'on a regardé aussi, tu peux tricher donc on y reviendra. Mais c'est vrai quoi, il y a un peu un truc où tu te dis bon quand même il y a peut-être mieux à faire quoi. Et au niveau entraînement. Aussi l'entraînement donne pas toutes les techniques quoi. Exactement. Que, par exemple il te dit pas comment renvoyer un Kamehameha. Non, il te dit pas. Il te dit pas non plus comment faire des espèces de dash très très rapide quand tu es en mode ultime. Parce qu'en fait, sur R1, il te le dit pas. Il te fait genre mode entraînement expert ou avancé, là ils appellent ça, il y a quasiment rien en fait. Moi j'étais là, ça faisait 2 jours que je jouais au jeu, j'étais là, mais en fait tout ce que vous m'expliquez, je le connais déjà, donc aucun intérêt. Le jour même, je lance le mode entraînement, je le fais, je me dis putain, il y a plein de trucs que j'ai pas compris, ou alors peut-être je suis nul. J'ouvre Twitter, en 5 minutes, j'avais toutes les techniques que le jeu t'explique pas. Ça c'est cool, la communauté, vu que. Alors, parce qu'on en a pas parlé, on va y revenir à la fin, mais le jeu. Day One s'est vendu à 3 millions d'exemplaires en moins de 24 heures. C'est ce qu'a fait le dernier Dragon Ball en 1 an. Quoi. Voilà. Donc on va pas se mentir, le jeu pour l'instant il est parti pour être un best-seller de la licence. Donc sachant que Tengashi 3 il me semble s'était vendu à plus de 4 millions d'exemplaires. Donc en Day One on est déjà en train de battre ça. Et ça montre aussi l'aura de la série, de toute façon on va pas se mentir. Et donc, mis à part... c'est ça. Et donc à part ce mode entraînement, on a un mode championnat du monde. Pour faire un championnat du monde, tu en as 8 différents qui te permettent de débloquer plein de choses. Donc ça, c'est hyper cool, j'ai trouvé ça sympa. Avec des règles différentes, les vraies règles du championnat du monde, etc. Ça, c'est trop cool. Tu peux ne pas voler, des trucs comme ça. C'est ça. On a le versus ordi que je vous conseille de faire parce qu'il faut savoir qu'entre tous les 3 ou 5 combats, vous gagnez une boule de cristal. On y reviendra, mais c'est hyper important dans le jeu. Alors du coup, on a aussi une boutique avec de la personnalisation des personnages. Dans cette boutique, on peut acheter donc les choses les plus importantes, on va pas tout citer, c'est les personnages et les tenues. Donc après, il y a les tenues de Sangoku. Oui, et de Vegeta. Et de Sangwan un petit peu. Et après, bien. tout le reste, c'est les mêmes tenues, un petit peu abîmées. Et puis voilà. Mais alors voilà, c'est le gros problème des tenues. C'est les tenues, il y en a beaucoup qui sont quand même des variantes de tenues existantes. Et puis surtout, tu en as beaucoup qui sont pour 4 ou 5 persos max. Tu as même pas de couleur pour... je parle bien de couleur, pas du personnage couleur. On n'a même pas de couleur pour différencier les différents persos. C'est-à-dire que si tu prends Freezer, le mec prend Freezer... Au moment où ça se tape et où ça se téléporte de partout, tu ne comprends plus rien. Tu sais pas guider. Voilà. Donc je ne comprends pas. Ils ont même pas mis Dora rouge comme ça se fait en ligne. Enfin, rien du tout. Donc pour l'instant, à ce niveau-là, ça manque un peu de contenu. Même s'il y a quand même beaucoup de tenues, on va pas se mentir. Ouais, il y a beaucoup de tenues. C'est juste que c'est vraiment pas bien dosé. C'est-à-dire que Sangoku, il va avoir 10 tenues différentes, mais genre en fait il y en a que 3-4 différentes, c'est juste que Sangoku Super, Sangoku normal, exactement, Sangoku c'est le gros problème. Tu peux acheter la même tenue. C'est ça. C'est-à-dire que par exemple tu peux pas mettre la tenue de Sangoku Super à Sangoku début. Non, tu peux pas mettre la tenue Dialga. Vu que c'est le même modèle 3D, je trouve ça un peu cool. Je trouve ça un peu bête, c'est complètement gâchis, mais bon, c'est pas grave. Et il y a plein de personnages qui ont juste pas d'item quoi.
Voilà. Qui n'ont pas de trucs, qui n'ont pas de personnalisation. Sachant qu'aussi, tu as des personnes, notamment, on l'a vu, qui sont morts ou qui ont des détecteurs, tu peux leur rajouter une auréole, tu peux enlever le détecteur, le rajouter, ça va changer un petit peu le gameplay, donc ça c'est cool. Sachant aussi qu'il y a beaucoup de tenues quand même emblématiques de Dragon Ball, pour pouvoir refaire un peu les scènes cultes. T'as Sangoku quand il revient de Namek, enfin quand il revient de l'espace, etc. Par contre, on parlait des what if avant, tous les costumes et les trucs qui sont ajoutés dans les what if, c'est-à-dire par exemple Sangohan en Super Saiyan avec les lunettes de soleil, ça n'existe pas, tu ne peux pas l'acheter, tu ne peux pas les jouer dans le jeu. C'est pas possible. Alors on va pas vous spoiler plus parce qu'il y a d'autres variantes, il y a même des personnages qui n'existent pas. Bon, on peut en spoiler un, c'est Vegeta Super Saiyan par exemple. Oui, ces personnages-là, on ne peut pas les débloquer. Et alors là, moi je ne comprends pas l'idée de faire des what if, de rendre ces personnages, enfin des modèles 3D de les faire, et de ne pas les rendre disponibles. Il y a pire, c'est-à-dire que là, c'est pas du tout un spoil. Hein. Le Trunks, dans son histoire, il y a un moment où il a pu son épée. Oui. D'accord. Et en fait, il a les techniques de corps à corps du Trunks cheveux longs. Il a les mêmes super attaques, les mêmes... Le Trunks contre Cell, oui, je vois. Exactement. Sauf que c'est le Trunks de Dragon Ball Super, avec le skin de Dragon Ball Super. Ah oui, d'accord. Donc en fait, il mélange tout en plus. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu lances le combat et en fait, tu commences à faire une attaque et tu dis, oula, c'est pas le même perso que je joue depuis 2 heures. D'accord, ok, je vois le truc, ouais. Donc si vous faites ça, autant pousser le truc au max et vas-y, mettez-moi tous les trucs. Ah, c'est un peu le truc. Et puis sinon, on débloque les persos, donc ça c'est classique. Ouais. Sachant qu'on peut aussi débloquer des capsules. Des capsules qui permettent du coup de renforcer les personnages. Ouais. Et on peut débloquer des musiques et des voix. De renforcer ou de mettre des malus aussi. Voilà, des malus, ouais, j'ai vu, ce qui est pas mal, ce qui est plutôt une bonne idée, donc voilà. On a un autre mode qui est le mode Zeno et Whis, où ça nous permet d'aller en fait de faire des missions et du coup de débloquer des boules de cristal, de l'expérience, etc. Sachant que plus vous allez monter en XP, il y a 20 niveaux maximum, je crois, plus vous allez monter en XP, plus la boutique va débloquer des tenues, des personnages, etc. Et comme tu l'expliquais tout à l'heure, si vous avez acheté une tenue ou un personnage et que vous le débloquez dans le mode histoire, parce que oui, vous pouvez les débloquer via le mode histoire, le mode histoire, il vous donne l'équivalent en argent, donc en zénith. Faut pas avoir peur d'acheter un personnage. Voilà. Si vous avez un kit, de toute façon, le jeu dès le départ, il y a beaucoup de chances que vous ayez un petit bonus pour pouvoir vous acheter un perso ou un truc comme ça. Surtout que vous avez 7 boules de cristal à récupérer directement. Et du coup, on va y venir tout de suite. On a un mode, donc on a 3 différents sets de boules de cristal. Ouais. On a les boules de cristal de Shenron, boules de cristal de Porunga et les super boules de cristal. Enfin, Dragon Ball. Shenron, je dis boules de cristal, mais c'est Dragon Ball. Hein. Du coup, chacun va permettre de débloquer des choses. Les mêmes choses. Ah, les mêmes choses. Donc, tu vois, je sais pas. Parce que moi, j'ai fait que Shenron, j'ai pas eu les autres. Alors, pour le coup, moi, j'ai fait les 3. Le Shenron de base va te donner des titres, de l'argent, des fonds, enfin des conneries, des petites tenues un peu que tu peux acheter dans le shop. Hein, voilà. Ah ouais. Le Super Shenron peut te faire débloquer Zamasu et Goku Black, qui sont les 2 derniers persos qui sont disponibles à l'achat quand que j'ai galéré à débloquer d'ailleurs. Et après, Porunga, l'avantage, c'est que tu peux faire 3 vœux, quoi. Mais en gros, moi tu peux faire 3 vœux. Bah oui, c'est Ah ouais, mais enfin, les Dragon Ball actuellement dans Super, tu peux faire 3 vœux aussi sur Shenron. Et oui. Oui, mais là, c'est pas... Oh, d'accord, mais là, ils ont décidé que non. Voilà, d'accord, non, ok, pas cette fois. Très bien. Sachant que si vous aviez précommandé le jeu, vous aviez normalement des boules de cristal, tout ça. Moi, c'était pas le cas, toi, c'était ton cas, ce qui est quand même bien pratique. Et que vous pouvez, du coup, aller spammer toutes ces boules de cristal contre l'IA pour les récupérer, ou des modes de jeu. Parce qu'en fait, à part contre l'IA, et à part en faisant des missions pour Whis, je crois pas qu'il y ait d'autres moyens de débloquer. Alors, du coup, quand tu fais le mode histoire, certains personnages, une fois leur mode histoire fini, te permet de débloquer un set entier de Super Dragon Ball. C'est ça. En gros, si tu fais l'histoire de Sangoku, tu vas en débloquer un, donc tu vas pouvoir t'acheter, admettons, un Goku Black. Et si tu fais l'histoire de Trunks, et bah, tu vas aussi, je crois que tu peux débloquer 2 sets de Super Boule de Cristal dans l'histoire de Trunks. Mais c'est pas dans toutes les histoires. Donc c'est un peu bizarre. Les Super Dragon Ball, j'ai l'impression qu'elles sont limitées et que limite, une fois que tu les as appelées 3-4 fois, t'as plus trop la possibilité dans le jeu d'avoir accès à ça. Pour moi, c'était un peu un attrape-couillon pour payer un peu plus cher à la sortie. Ce qui a marché parce que moi, j'ai payé mon jeu aussi plus cher. Donc ça a marché quand même, mais c'est un espèce d'attrape-nigo. Oui, d'ailleurs, en parlant d'attrape-nigo, la version Ultimate qui donne la seule tenue du jeu qui change les attaques spéciales d'un personnage, quoi. Ah oui, on en a pas Parce qu'on nous avait parlé. vendu ça aussi beaucoup de... Les tenues vont changer les attaques spéciales. On se disait, peut-être que, je sais pas, Gohan avec la tenue de Bojack, il va avoir une ultime attaque différente. Mais pour l'instant, ça se limite à 2 persos, peut-être même pas. Il n'y a que Sangoku, le DLC de Sangoku qui est exclusif à l'Ultimate. Qui va du coup se battre avec son bâton, mais dans toutes ses transformations et tout, qui est super cool d'ailleurs. Mais qui du coup, d'ailleurs, moi je peux pas l'avoir d'ailleurs. Ouais, non, tu peux pas. Alors que j'ai acheté la version de luxe. Donc j'ai même pas la version ultime, mais j'ai quand même payé 75 €, 80 € pour avoir mon Et si moi je crée une histoire, du coup il y a un mode qui permet de créer ses propres what if. C'est un mode marrant plus que
que profond. Tu peux faire des trucs super Oui. fun. Parce que t'as plein de tirades et tout, mais tout est déjà préenregistré. C'est ça, tu peux faire t'as des listes. cinématiques, tu peux faire les persos avoir être point contre point, se dire Exactement. je vais éclater et tout. Bon, encore une fois, faut être accroché, très accroché au niveau des traductions françaises. J'ai essayé entre les traductions françaises qui sont à chier, et d'ailleurs elles sont à chier dans absolument tous les compartiments. On a quand même dans le mode histoire aussi Sangoku qui dit c'est une dinguerie. Ouais, excusez-moi du peu, mais genre à un moment faut arrêter de vouloir plaire aux jeunes pour plaire aux jeunes. Tu as pas besoin d'utiliser des mots de jeunes pour faire crari, et c'est dans tout partout dans le jeu. C'est-à-dire que ce soit dans les traductions des personnages, dans les discussions qu'ils se font, des fois c'est même pas des phrases, parce qu'on va en parler du coup, c'est même pas des phrases en français, donc oui. Non, ça ne veut rien dire. Donc même dans le mode pour créer les persos, c'est des listes de phrases et de mots des fois qui veulent rien dire. Et du coup, tu peux te retrouver dans les... Donc il y a des épisodes qui sont déjà préfaits par le jeu pour te montrer un peu comment ça marche. Bonus, ils appellent ça. Et même dans les épisodes que le jeu a fait, tu te retrouves avec des fautes de français alors que c'est les mecs du jeu enfin tu vois genre non mais moi je trouve ça aberrant, je trouve ça aberrant. Il y a un moment franchement, où Baby Vegeta il dit un truc du style où est-ce que tu es caché non, où est-ce que vous avez caché ma carotte non, mais c'est ça. dire où est-ce que tu es caché il y a Gohan à un moment où je sais plus c'est Satan qui dit c'est Tandax, enfin quand même compliqué. Je veux dire il y a eu 3 traductions différentes de Dragon Ball, jamais les gens n'ont utilisé ces mots là, c'est pas pour rien. Mais après encore ils utiliseraient des mots un peu pour plaire aux nouvelles générations et tout, ok d'accord, mais si c'était bien traduit quoi, c'est-à-dire que là c'est pas juste l'adaptation qui est foirée parce qu'il dit une dinguerie, parce qu'il dit littéralement une dinguerie, mais c'est plus parce que quand il dit une dinguerie dans la phrase qu'il est en train de dire ça veut rien dire. Non mais ça veut rien dire, c'est juste histoire de faire genre, et donc c'est ton daron qui veut essayer de dire wesh c'est un peu ça, et du coup t'as ce mode pour créer ces épisodes qui est un peu fouillis, qui pour moi n'est pas clair, pourtant j'ai fait un peu de dev et même avec ça je trouvais que c'était pas clair, qui rame de fou. On parle pas non plus du fait que, comme pour la sélection de personnages, toutes les phrases sont en vrac, par ordre, je crois, alphabétique. Donc t'as genre 5000 phrases en vrac. Donc des fois tu peux passer 5 minutes à chercher la phrase qui t'intéresse ou le mot qui t'intéresse. Bref, c'est très sympa, mais bonne chance à ceux qui voudront s'y mettre. C'est ça. Et si vous avez pas les DLC, eh ben vous pourrez pas jouer les persos des DLC même s'il y a un truc avec, même si c'est juste des tenues. Donc voilà, c'est ça. Si le mec il a décidé de faire son histoire avec Sangoku Super Saiyan Blue avec un bâton dans le dos, bah tu pourras pas y jouer. C'est ça. Et du coup, on va finir par le dernier mode qui est le mode online. Donc, tu as du mode en solo, tu as du mode avec des points. Donc, du coup, tu as 15 points. Chaque personnage coûte plus ou moins de points et tu peux faire une équipe avec ces 15 points. Et tu as un mode aussi championnat du monde qui te permet de faire des tournois de championnat du monde contre d'autres joueurs. Qui est super cool. Tu peux remplir avec l'IA. Il y a plutôt du monde d'ailleurs, je vous le conseille. Si vous voulez pas partir en classé, c'est la façon la plus sympa de kiffer, entre guillemets. Parce qu'en plus, si vous gagnez un championnat, vous gagnez beaucoup d'argent. Donc, ça permet de débloquer des trucs. Donc, c'est hyper cool. Le mode classé, on va y parler très vite fait. Il y a des petits soucis, mais on va en parler après au niveau du gameplay, donc on y reviendra dessus. Mode classé. Pour les modes différents, on peut noter que le mode d'épée était déjà présent. Oui, dans les vieux Tenkaichi. Dans les vieux Tenkaichi, et qu'il était même mieux branlé parce que tu pouvais choisir le nombre de points. T'avais 3 choix de points, 15, 20, 25. Classé aussi. Mais il n'y avait pas de classé à l'époque. Il n'y avait pas de classé, mais... je suis d'accord. Alors par contre, il n'y avait pas de classé, mais il y avait un mode online sur la version Wii de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Oui, je m'en rappelle. Et du coup, c'était déjà un jeu qui se jouait en ligne. Je m'en rappelle. Et du coup, dans ce contenu-là, on a quand même les 182 persos. Un petit avis quand même sur le roster. Je pense qu'il manque quelques persos, mais il n'en manque pas beaucoup. Bah, moi, j'ai 32 noms dans mon cœur qui n'ont pas fait le passage. Oui, mais dans tous les personnages, on peut quand même saluer le fait qu'ils aient rajouté énormément de persos qui ont tous leur attaque dédiée, quasiment tous. Il y a très peu de doublons. Et puis on peut quand même dire que ça fait plaisir parce que là entre super, ils ont mis du super, ils ont mis du GT, ils ont mis du Daima, donc ça va arriver avec les DLC. Ils ont mis du Dragon Ball, même s'il n'y en a pas beaucoup, du Dragon Ball Z. Non, il y en a plusieurs, mais parce qu'il y a un seul personnage de Dragon Ball. Non, il y a Muten Roshi, il y a quand même... c'est le Muten Roshi de Dragon Ball Super si tu vas dans les onglets pour classer. Non, mais t'as les tenues, donc tu peux mettre Jackie Chou, tu peux donc il y a quand même des trucs et mais il manque quand même il y a pas les méchants, il y a pas Super C17, il y a pas Pilaf. Mais il faut quand même noter qu'ils ont rajouté GT, Super et les films. Ouais. Et ça fait quand même plaisir parce que c'est la première fois du coup dans un jeu Dragon Ball comme ça où on peut se bagarre, où t'as du Super, du GT et du c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu il n'y avait pas eu d'autres jeux Dragon Ball depuis Super, quoi, donc... Depuis Super, c'est-à-dire... Bah si, il y avait Fighter Z, quand même. Non, mais oui, mais enfin... mais c'est pas le même style de jeu, mais oui, il y avait Fighter Z. Mais c'est quand même le premier jeu qui va te mettre... Alors,
Fighter Z faisait un peu ça, mais le casting de personnages était quand même beaucoup plus réduit, quoi. Bah ouais, enfin, c'est-à-dire que ça mélangeait un peu tout. Non, mais je Fighter suis Z se laisser le champ libre de l'interprétation des movesets, des personnages, etc. C'est ça. Et du coup, le dernier tout petit mode qui est un peu sympa, c'est le mode galerie qui te permet du coup d'aller en gros, tu te mêles à une conversation entre Bulma, Chichi et Videl qui s'appellent au téléphone. Alors c'est un peu misogyne, mais c'est rigolo dans l'univers du manga, ça marche bien. Et elles s'appellent pour papoter sur les différents personnages. Ouais, et du coup, elles vont donner des petites phrases, des petits trucs. Moi, je trouve ça hyper rigolo, c'est toi qui m'en as parlé. Ouais, c'est assez cool. Il y a beaucoup de problèmes de traduction encore. Toujours. Non, mais toi, toujours. Il y a beaucoup de bonnes petites refs, plein de petits trucs, même des petites phrases un peu touchantes. Si tu vas sur Son Gohan du futur, par exemple, Videl, elle fait dans cette timeline-là, on s'est sûrement jamais rencontrés, j'aurais aimé être à ses côtés, machin. C'est ça. T'as des petites blagues, t'as toujours le truc du voyou. C'est-à-dire que si un personnage a les cheveux jaunes, Chichi va le traiter de voyou. Bah de toutes les couleurs, hein. Si les cheveux bleus, il se fout de sa gueule. C'est voyou parce que c'est une référence aux cheveux décolorés des... Je sais, des Bozozoku, etc. Voilà. Mais je suis allé voir aussi pour Broly et tout, c'est pareil, ils disent ah bah c'est une nouvelle couleur de Rakai, enfin des trucs un peu comme ça. Ouais. Donc c'est tout autour un peu de ça, mais c'est vraiment très drôle. Moi, c'est très drôle, il y a beaucoup de petites refs, il y a même des petits trucs qui sont tirés de tu sais, les bouquins où tu vas avoir toute l'histoire qu'il n'y a pas eu dans le manga. Il y a plein de petites refs à ça aussi. Non, tu sens qu'ils ont travaillé sur ça. Pourtant, c'est complètement anecdotique. Ouais, ça sert à rien. Mais c'était important parce que c'était quelque chose qui était déjà là et qui était déjà fun. Et du coup, il fallait que ce soit de nouveau là et bien fait, quoi. Et là, du coup, on va rentrer dans la partie la plus complexe, c'est-à-dire le gameplay. Alors, on va pas passer 1000 ans sur le gameplay parce que le but, c'est pas de détailler tout. Mais moi, je vais résumer très rapidement le gameplay, puis toi tu vas nous faire quelques précisions avec comment ça se passe en classé actuellement, etc. Donc le gameplay, tu as comme dans les Tengashi, tu peux te déplacer librement, tu as un super dash, tu as tout le délire du gameplay, ça va être de passer en sparking, comme le nom du jeu. Sparking, c'est quand tu charges suffisamment ta barre de ki pour pouvoir te transformer. À partir de là, tu peux placer une ultime attaque déjà. Ouais. Tu vas pouvoir, avant de passer cette ultime attaque, dépenser du ki un peu comme tu veux, parce que chaque attaque, chaque déplacement consomme du ki dans le jeu. Et voilà, donc ça c'est un peu le point fort du jeu. C'est un peu l'install à la Guilty Gear qui va t'ouvrir de nouvelles possibilités de combo. Ouais, mais les gens verront pas de quoi tu parles, mais nous on se comprend. Et du coup, tu vas pouvoir te déplacer librement dans le terrain, tu vas pouvoir te téléporter derrière l'adversaire, et surtout tu vas pouvoir, comme dans les anciens Tengashi, charger tes coups pour pouvoir envoyer balader le mec à droite, à gauche, etc. Donc, ça c'est hyper intéressant. Ouais. Maintenant, tu vas nous parler des options défensives qui ont été mises en place, des nouvelles options, et tu vas nous dire ce que tu en penses, parce que, d'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup d'options défensives qui sont trop faciles à placer, et du coup, les combats, pour l'instant, surtout en classé, ça devient un petit peu compliqué, là. Ouais, ça devient compliqué. En gros, les options défensives, il y en a beaucoup. Je comprends, il y a beaucoup d'options d'attaque qui sont complètement fumées, et ils se sont dit, on les laisse parce que c'est fun, on va mettre de la défense. Sauf qu'en fait, c'est absolument infernal, c'est-à-dire que... tu peux donc faire un contre parfait, donc en faisant avant carré, mais on peut se contre parfait, un contre parfait. Donc c'est ça. Ça peut du moment que tu as le bon timing. Ça peut durer 20 secondes. Et ça te consomme pas de ki, pas de rien du tout. Non, mais c'est même au-delà de ça. Ça recharge ta barre de sparking. C'est ce que j'ai cru comprendre, voilà. Donc on en est à... En fait, il y a beaucoup d'options défensives qui sont super fortes, ce qui fait que des fois, en fait, ça devient... Quand tu montes un peu dans les rangs classés, il n'y a plus de combo, quoi. Oui, parce que en fait, ton combo est forcément... Moi, c'est là où je suis en train d'arriver. Ton combo est forcément interrompu, t'as pas le temps de le finir. Et d'ailleurs, les combats en fait qui sont les plus cool, c'est quand les mecs interrompent pas ton combo et quand ça commence à... Parce que pareil, tu peux te TP dans le dos de l'adversaire, donc ça consomme un tout petit peu de ki. Je suis allé voir dans les Tengashi. Ça consomme une barre entière. Alors, ça consommait une barre entière, et surtout l'attaquant était désavantagé. C'est lui qui commence à dépenser son ki avant le défenseur. Maintenant, c'est le contraire, ce qui n'a aucune logique. Enfin, dans un équilibrage, ça n'a pas de logique. Et surtout... je vous mettrai des images. Moi, je me suis retrouvé dans des combats où tu peux te téléporter sur téléportation 20 fois. Mais c'est pas des combats, c'est-à-dire que dès que tu commences à prendre le jeu en main, c'est ça. Ça se joue sur ça, quoi. C'est ça. Et surtout, ça fait perdre du temps parce qu'en ligne, on rappelle qu'on peut avoir jusqu'à 5 persos des fois pour certaines personnes. Que les persos, tu peux en changer pendant le combat et du coup, ils reprennent un peu de vie. Et ton temps de jeu est limité en classe. T'es à 600 secondes, je crois. Ce qui est énorme déjà. Je crois que même c'est moins. Mais... C'est moins, mais c'est déjà énorme. Il y a quand même beaucoup de temps. On va pas se mentir, les combats peuvent durer longtemps. Mais même en durant longtemps, et des fois, t'as pas le temps de finir ton combat. Moi, ça m'arrive presque jamais de finir un combat, quoi. Bah, c'est-à-dire que quand tu joues en mode équipe, quand t'as des équipes avec plusieurs personnages, oui, c'est compliqué. Parce que le mode classé, l'important, c'est quand même le... Parce que de toute façon, le mode solo, il n'y a pas d'équilibrage. Bah, le mode solo, c'est là où j'en viens. C'est là où on voit les plus gros défauts. C'est là où tout ressort. Bah, c'est ça. C'est-à-dire que t'as des personnages qui sont naturellement plus rapides, plus forts. Bon, ça, c'est très bien. Enfin, je veux dire, c'est pas un jeu compétitif. Hein. On est là pour s'amuser. Par contre, c'est là où, en fait, tu te rends compte que tout se recharge trop vite. Ta barre, donc t'as une deuxième barre de ki, et
Qui te sert à passer en sparking, à te transformer, parce que tu peux te transformer en combat, bien sûr, etc. C'est ça. Dites-vous que c'est la jauge qui permet de débloquer les super attaques. Et en gros, quand tu te défends, la jauge monte. Quand tu déflectes des ki blast, la jauge monte. Quand tu te fais envoyer loin et que tu appuies sur R1 pour te remettre plus vite d'aplomb, toutes les actions que tu fais, entre guillemets, défensives, rechargent ta jauge. C'est ça. Et à tel point que la téléportation, de toute façon, vous verrez, quand vous serez en ligne, vous allez tomber sur un truc où pendant 1 minute 30, vous allez faire des TP dans le dos et le mec il va vous faire une TP dans le dos. Et en fait, vous allez retrouver avec 5 barres chacun. C'est ça. Et après, moi, c'est le gros problème. Mais putain, moi j'avais une barre. Quoi. Et le vrai problème pour moi de tout ça, c'est qu'en fait, tu te recharges tes barres. Alors, ça te sert à transformer, ça sert surtout pour certains personnages à débloquer le mode sparking plus rapidement. Ouais. Et ça, pour moi, c'est un gros problème parce que du coup, comme tu recharges tes barres hyper vite, t'as des personnages qui, sans même du coup prendre le temps de recharger complètement leur ki, font leur espèce de truc où ils dépensent leurs 3. Donc, c'est 3 barres et ça te remet de rien à sparking. Voilà. Donc tu as tout ton ki, tu peux utiliser tous tes ultis, et surtout, on a oublié de le dire, le sparking aussi, ça te permet de spammer en boucle le bouton carré et de taper dans le dos de l'adversaire. Si l'adversaire contre pas, tu peux lui faire un combo de 20 coups, 30 coups, 40 coups. C'est ça. Et en fait, le truc, c'est que le mode sparking casse tout. C'est-à-dire que vous trouviez déjà que tous les moyens d'attaquer étaient très forts. Là, c'est encore pire. C'est-à-dire que je peux me téléporter beaucoup plus, je peux bouger beaucoup plus vite. Tu tapes beaucoup plus vite aussi. Des combos sont moins facilement arrêtables. Tu tapes plus vite. Donc tout à fait. Voilà. C'est plus facile. Même si le mec commence à taper avant toi, c'est toi qui gagne. Voilà. Et donc c'est vrai que ça avantage énormément. Et surtout, ça crée des patterns de jeu dans le classé, quoi. Pour vous donner une idée, un combo sparking carré, juste carré, ça enlève une barre et demie de vie. Voilà, c'est ça. Et sachant que les persos en règle générale, ils ont 3 barres. Ou 4. Voilà, c'est ça. Ils ont 3 4. D'ailleurs, c'est un des défauts pour moi du jeu, c'est qu'il y a trop de personnages qui ont 3 barres de vie et je trouve que ça tue un peu l'équilibre. Même 4, c'est assez peu, je trouve, sachant qu'il y a des super attaques de personnages comme Goku Blue, Zamasu, tous les personnages très forts, qu'on voit 2 barres et demie dans la tronche. Mais juste la super attaque. C'est-à-dire que vous faites votre combo sparking, vous faites la super attaque, ça connecte, c'est gratuit. Il n'y a pas de. Voilà. Et bah le mec il a perdu 3 barres de vie quoi. Et du coup il est mort en fait. C'est ça. Ce qui fait que du coup vu que le personnage il peut passer en mode sparking en moins d'une seconde avec l'autre jauge, et il peut le faire en boucle, c'est-à-dire que le temps que son sparking s'amenuise, il aura déjà 2 jauges. Non mais c'est ça, non mais c'est un problème. Donc là on parle de gameplay en classé, c'est un peu compliqué. Maintenant on va donner notre avis sur le jeu pour finir, pour donner notre avis final. Là on a été critique mais parce qu'on adore Dragon Ball. Globalement le jeu manette en main à jouer, nous quand on a passé notre soirée en local, il est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est-à-dire que si vous jouez pas en classé, surtout qu'en local vous avez, enfin en local ou en ligne avec votre pote si vous êtes à côté notamment, normalement vous n'avez pas de lag et du coup tout ce qui est TP etc c'est beaucoup plus sympa de jouer, même si ça se TP de partout c'est pas grave, c'est fluide. Parce que oui, il y a quelques problèmes de serveur aussi. Il y a beaucoup de bugs par contre. Voilà. Il y a beaucoup de bugs, ça par contre c'est inévitable, mais ça va être corrigé, donc ça on n'a pas besoin vraiment de le noter. Mais par contre, à jouer avec son pote, c'est un kiff. Nous quand on jouait, on recrée donc les matchs de notre... Enfin les combats du manga. Donc malheureusement t'as que 12 maps, donc tu fais comme tu peux. On n'a pas parlé, il n'y a que 12 maps malheureusement, donc t'as plein de moments où tu refais les moments du manga, mais c'est pas vraiment la vraie map. Ah bah c'est la plupart du temps même. C'est ça. Et on nous a même menti dans les trailers en disant qu'il va y avoir des transitions, n'importe quoi, à la Fighter Z, ce qui était complètement faux. Il y a une transition, c'est Namek. Voilà, c'est ça. Mais par contre, on va pas se mentir, une fois manette en main, c'est un kiff total, tu prends du plaisir. Ça marche bien, je trouve que les timings de jeu et même les situations, quand tu utilises tout le panel qui t'a donné, ça apporte des combats vachement variés. Là où en classé, justement, tu retrouves les mêmes patterns en boucle, donc ça devient pas du tout intéressant. Et puis on va pas se mentir, ça fait plaisir de voir la licence Dragon Ball avoir autant de hype autour d'elle et puis avoir autant de gens qui prennent du plaisir sur ce jeu. On rappelle, 3 millions vendus en 24 heures, donc là, on est 5 jours plus tard. On doit déjà être presque, peut-être pas le double, mais on doit avoir au moins 1 million de plus, à mon avis. Donc on va pas se mentir, ça fait plaisir. Toi, c'est quoi ton avis définitif sur le jeu? Est-ce que tu le recommandes? Est-ce que tu le recommandes pas? Et surtout, est-ce que c'est un digne successeur des Tengashi, quoi? Alors, moi, je pense que si vous êtes fan de Dragon Ball et que vous voulez jouer à Dragon Ball, en fait, tout simplement, c'est un super jeu. C'est-à-dire que tu as tous les persos, le gameplay est super cool. On a parlé qu'il était un peu mal expliqué, mais en vrai, tu t'y fais assez vite. Ça rentre assez facilement. C'est super agréable à contrôler. C'est ça. Et ton perso est un peu comme une savonnette, il va super vite. Oui, c'est vrai. Très vite, c'est impressionnant. C'est vrai que t'as ce côté savonnette où ça glisse presque entre les doigts, des fois tu as l'impression que ça va trop vite, quoi. D'ailleurs, il y a même un mode pour, par exemple,
moi, si j'ai un pote qui vient à la maison et que je veux faire une partie avec lui, qu'il a jamais joué au jeu, il y a un truc avec la garde automatique. Ah oui, alors j'ai vu qu'aussi tu pouvais l'activer en ligne, c'est très intéressant. Oui, tu peux l'activer en ligne en mode classé. Et ça permet d'esquiver des attaques qui sont pas mais bon, ça c'est un autre débat. Mais oui, donc en fait, le jeu pense à plein de choses pour donner envie, même au niveau venu, de jouer avec tes potes, etc. Moi, j'ai vu des gens sur Twitter dire qu'ils avaient joué avec leur nièce, leur petite sœur, leur petit frère. Alors c'est ça. Et qui s'étaient... ok, ils avaient gagné, mais ils s'étaient très amusés les deux, quoi. Alors on va pas se mentir, là où Fighter Z essayait, donc le précédent jeu Dragon Ball qui était en 2D, essayait d'amener des nouveaux joueurs, mais comme c'était tellement compétitif, tellement poussé, ça devenait compliqué. La Tengashi, il est tellement agréable à regarder et à jouer qu'en fait tu prends du plaisir, même si tu te fais éclater. Moi je joue en ligne, je me fais éclater, mais c'est pas grave, quand je prends Gohan petit, que j'arrive à placer mon ulti, comme contre Freezer sur Namek, et que le mec il me tue après avoir placé mon ulti, je suis en mode putain, mais on dirait le manga là, c'est trop beau quoi. Et il y a vraiment un truc, enfin moi je suis comme toi, je trouve que tu sois fan de Dragon Ball ou fan des Arena Fighter, c'est génial. C'est vraiment les déplacements en l'air, la fluidité, envoyer des boules, foncer sur le mec, le faire rebondir, stepper et tout. T'as une espèce de fluidité dans le gameplay qui, c'est vraiment ce que j'attendais d'un nouveau Tengashi quoi. Clairement. Maintenant, ils ont annoncé des DLC que nous on a payé, le Season Pass. Ils ont annoncé pas mal de choses de suivi sur le jeu. Je pense que ça va être la conclusion. Il faut que le jeu soit suivi. Il faut qu'ils ont annoncé pour l'instant 20 personnages. Il faut que les personnages soient travaillés et ajoutés rapidement. Il faut que les corrections, parce que vous verrez en ligne, tu as beaucoup de gens qui font des corrections sur tout le gameplay en faisant des retours à Bandai. J'espère que Bandai vont écouter tout ça. Parce que là, il y a quand même encore un peu de boulot sur le jeu. Et puis voilà. Mais du coup, on est d'accord sur le fait que quand même, on le recommande. Puis surtout, il n'y a pas eu de meilleur jeu d'Arena Fighters, d'animé comme ça, depuis des années. C'est-à-dire que le seul jeu d'Arena Fighter qui s'assoit à la même table, c'est Gundam. Donc les autres, c'est quand même... Tu voles pas en fait. Parce que Jujutsu Kaisen, c'est nul, Demon Slayer, c'est nul. Enfin, même One Punch Man, c'était nul. C'est des jeux qui sont pas faits avec une idée de gameplay en tête. C'est un gameplay qui est repris pour faire un jouet, quoi. C'est ça. Et là, on est sur du très très bon en termes de... On s'est pas foutu de notre gueule. Et en termes de DLC, Xenoverse, Dragon Ball Xenoverse, qui a, je sais pas, il doit avoir 8 ans le truc. Il y a encore des DLC qui sortent, quoi. Et des DLC avec des persos très récents, inventés, quoi. Ou inventés, c'est vrai, ça. T'as du Rosé Super Saiyan 3 avec un masque de alors c'est parce que sur Xenoverse, t'as le truc de création. C'est vrai que là, on n'est pas du tout en ce clair, dans un respect. Non, c'est des vrais persos. T'as Sangoku Rosé, Super Saiyan 3 avec un masque de Xenoverse, tu sais, du lore Xenoverse où il voyage dans le temps. Oui, mais enfin, bon, c'est pas canon. Mais du coup, on peut se dire que la porte n'est pas fermée. On peut espérer avoir tous les persos un jour. Bah, moi, j'espère quand même qu'on aura Moro ou le dernier arc de Dragon Ball Super dans le manga. Alors, je suis pas sûr, mais c'est un peu ce qui me manque, moi. Genre, j'aurais bien aimé un Vegeta Ego. Enfin, j'aurais bien aimé des personnages qu'on a vraiment jamais eu. Et là, c'est pas le cas. Il y a très peu de personnages où tu te dis, oh bah on les a jamais eu. Je pense qu'il y a déjà le fait qu'ils aient pas les droits, que c'est compliqué. Et il y a aussi le fait qu'ils ont l'air d'avoir manqué beaucoup de temps. Parce que d'après les data miners, il y aurait Vegeta par exemple bleu, super bleu. Enfin, oui, j'ai vu. Non, mais j'ai vu, il y a Super C17. J'ai vu qu'il y avait quelques personnages. Super C17, c'est pas tout à fait ça. Mais ouais, là, ils ont carrément retrouvé le logo du caractère self screen de Vegeta et de Sangoku Kaioken. Donc de toute façon, on sait qu'il va y avoir plein de choses ajoutées. Dans 2-3 ans, on aura encore des DLC. Je pense aussi, je les vois pas ressortir. Ils savent faire de l'argent et c'est ce qu'ils savent faire le mieux. Donc Et donc, bah, on va conclure sur ça. Déjà, on va vous remercier de nous avoir écoutés. Du coup, tu étais le premier invité pour cet épisode. J'espère que c'est bien passé pour toi. Ouais, bah, c'était trop cool. Et bah, parfait. On espère que tu reviendras. On espère que vous allez apprécier l'épisode. C'est un format un peu différent, mais voilà, on s'essaie à des choses. On invite des gens pour avoir d'autres avis différents, parce que c'est vrai que Robinson n'était pas forcément à l'aise sur Dragon Ball. Et puis, du coup, on vous donne rendez-vous le mois prochain. Si vous avez aimé l'épisode, laissez un petit j'aime, un petit commentaire, abonnez-vous, enfin voilà, pour faire vivre la chaîne, c'est super cool. Et puis on vous dit en novembre, rendez-vous en novembre pour un nouvel épisode ou 2 nouveaux épisodes, on verra. Salut tout le monde. Au revoir.